Chers amis, voilà la seule chose utile pour cette vidéo, le son, l'oreille, mes mots seraient presque inutiles et aujourd'hui on vous parle, on vous présente la nouvelle grande double sonnerie, la montre la plus compliquée jamais fabriquée par Blancpain. C'est aujourd'hui, c'est en direct du Brassieux et c'est seulement sur les Rabilleurs. La sonnerie, c'est une information qui a toujours été très importante en horlogerie. Quand on pense aux premières horloges d'édifices du XIIIe siècle, sans forcément parler des horloges qui vont se miniaturiser dans les siècles qui vont suivre et qui vont s'inviter chez les gens plutôt aisés, la sonnerie permettait d'indiquer aux citoyens, d'indiquer à la population les moments de la journée, les heures, les quarts, les demi-heures, pour pouvoir s'organiser évidemment pour les gens qui sont au champ, savoir quel est le moment de la journée, savoir quelle est aussi l'heure du déjeuner, permettre de rythmer ses journées. Si on est payé à l'heure, savoir combien d'heures on a travaillé. Bref, la sonnerie dans une horloge d'édifice permettait d'avoir une information précieuse pour les gens. Et chez Blancpain en particulier, même si on vous martèle, même si on vous montre toujours la célèbre 50 Fathom qu'on adore, que j'adore en particulier, et je vous en parlais il n'y a pas si longtemps avec Éléonore en direct de la boutique de la place Vendôme, ce qui est cher à Blancpain, ce qui est cher à Marc Hayek et ce qui est cher aussi aux amateurs de Blancpain depuis son retour en force dans les années 1980, ça va être évidemment la ligne Villeray, ça va être les complications et en particulier évidemment ces 6 masterpieces des années 80 qui présentaient tout un tas de complications et en particulier celle qui les réunit toutes, la Blancpain Villeray 1735 avec plus de 700 composants, avec une répétition minute, un chronographe retour en vol et un calendrier perpétuel. Bref, la complication chez Blancpain, c'est important et c'est pourquoi à la fin de l'année 2025, on avait le privilège de découvrir la nouvelle grande double sonnerie qui est la montre la plus compliquée jamais fabriquée par Blancpain et qui en fait et évidemment et seulement ce qu'on a envie de voir chez Blancpain aujourd'hui, maîtrise totale et innovation poussée jusqu'à sa limite. Quand je vous dis que c'est la montre la plus compliquée de l'histoire de Blancpain, c'est un projet de 8 ans, marqué par 1200 plans techniques, 21 brevets déposés au cours du développement, dont 13 intégrés à la construction finale du mouvement, 1053 composants individuels pour le mouvement, sur un total de 1116 composants si vous comptez l'habillage, qui sont entièrement conçus, produits, assemblés et décorés en interne. La genèse du projet, c'est quand Marc Hayek songe à présenter une montre qui sonne. Une montre qui sonne, oui, mais une montre qui sonnerait avec une mélodie qui a été travaillée de manière particulière, c'est-à-dire qu'on ne ferait pas forcément et uniquement le carillon Westminster, qu'on apprécie évidemment, mais d'avoir une double mélodie. Et c'est là évidemment que tout se complique et aussi que tout s'accélère. Donc il faudrait pour ça une grande sonnerie, une petite sonnerie, une répétition minute, le tout avec 4 tonalités et surtout une montre qui puisse être très portable au quotidien, surtout quand vous songez au fait que Marc Hayek et les horlogers de talent qui l'entourent, pour penser cette montre, ne se sont pas seulement dit on va faire une montre avec une sonnerie incroyable et développée, mais on va également intégrer d'autres belles complications à l'intérieur, en particulier un calendrier perpétuel et la complication mécanique de tourbillon volant. Pour vous donner une idée du calendrier, je vous ai parlé de 8 ans de développement. Début 2013 et en 2014, on se pose des questions sur le son et l'intégration totale des complications ainsi que la visibilité évidemment sur le mouvement et ses différentes activités, en particulier la sonnerie. En 2015, le design va se préciser et de 2016 à 2019, on va se concentrer exclusivement sur le son, le matériau pour les timbres, les mélodies. Et c'est là qu'intervient le très célèbre batteur du groupe Kiss, Eric Singer, qui est un ami de Marc Hayek et de Blancpain, qui a plusieurs pièces chez Blancpain. Et pour lui, évidemment, c'est très difficile de composer une mélodie uniquement avec 4 tonalités, mais il réussit, c'est validé par Blancpain et on va l'appeler la mélodie Blancpain. À partir de 2021 et ce jusqu'à 2024, on va être dans une étape très importante, cruciale, l'étape des prototypes, l'étape de production où on va quand même créer toute une myriade de nouveaux outils pour cette production, des outils qui vont être faits exactement à la mesure de certaines pièces qu'il va falloir travailler, finir. 2 horlogers seulement chez Blancpain sont capables de faire la construction et ils font la construction de A jusqu'à Z, hormis évidemment les finitions qui sont faites également au Brassieux dans un atelier dédié. Ah oui, puisque vous vous posez la question, vous posez forcément la question, la production, le rythme de production, c'est une montre par an. Une montre par an. Vous imaginez avoir au poignet une pièce qui a nécessité 1 an de travail d'un des horlogers les plus qualifiés au monde, en l'occurrence un horloger qui travaille les sonneries comme qui compte. Et vous allez voir, dans le développement d'une sonnerie, rien n'est simple.
Avant de vous parler de cette magnifique grande double sonnerie, j'ai envie un peu avec vous de parler de lexique horloger. Qu'est-ce qu'une grande sonnerie, qu'est-ce qu'une petite sonnerie et qu'est-ce qu'une répétition minute. La grande sonnerie et la petite sonnerie sont des sonneries au passage, c'est-à-dire que ce ne sont pas des sonneries à la demande ou avec par exemple l'utilisation d'une répétition minute, on va appuyer sur un bouton poussoir ou sur un cliquet pour déclencher l'indication sonore des heures, des quarts et des minutes. Mais la sonnerie au passage, ça va se déclencher au passage en général des quarts d'heure, donc l'heure pleine, premier quart d'heure, 30 minutes, 45 minutes et à nouveau l'heure pleine, etc. La grande sonnerie, chers amis, tous les quarts va sonner, mais ne va pas sonner seulement les quarts d'heure, va sonner les heures. Et donc par exemple, s'il est 10h30, vous allez avoir 10 fois le dong et 2 fois le ding-dong pour signifier qu'il y a 2 quarts en plus des 10 heures. La petite sonnerie, elle, ne va pas répéter les heures juste avant les quarts à chaque fois qu'on va passer un quart d'heure, mais va seulement présenter les quarts. Donc ding-dong le premier quart, ding-dong, ding-dong le deuxième quart et ding-dong, ding-dong, ding-dong pour le dernier quart. Et ensuite, sur cette grande double sonnerie en particulier, qu'il s'agisse de la grande sonnerie ou de la petite sonnerie, quand on passe une nouvelle heure, on a toutes les heures et toute la mélodie derrière des quarts d'heure qui va suivre pour montrer un peu la toute-puissance de cette pièce d'exception. La répétition minute, chers amis, ce n'est pas une sonnerie au passage, c'est une sonnerie à la demande. Et quand vous allez appuyer sur le bouton poussoir où vous allez déclencher une tirette, le mécanisme de répétition minute va vous indiquer d'abord les heures, ensuite les quarts d'heure et ensuite les minutes. La toute-puissance de cette grande double sonnerie, c'est qu'elle ne va pas présenter les quarts d'heure comme on a l'habitude de les voir dans une répétition minute classique, c'est-à-dire d'abord les heures, ensuite ding-dong, ding-dong, ding-dong pour les quarts d'heure et ensuite ding-ding, ding-ding pour les répétitions minutes. Je vais devenir fou à force de dire des ding, des dong et des ding-dong. Ici, Blancpain va s'appuyer sur deux mélodies. C'est là véritablement qu'on va rentrer dans l'exceptionnel. C'est que tout d'abord, vous allez avoir la mélodie Westminster et au choix, vous allez pouvoir choisir la mélodie Blancpain qui a été composée avec Eric Singer. Le carillon Westminster, il n'a pas été inventé à Westminster, même si on peut penser évidemment le contraire, mais il est commissionné par un certain Joseph Jowett, qui est professeur de droit, composé en 1793 à Cambridge par le professeur de musique John Randall, et il va faire ses débuts dans l'église de St. Mary the Great à Cambridge. C'est Edmund Beckett, avocat et horloger du 19e siècle, qui a utilisé la composition pour le palace de Westminster et la construction de l'horloge du palace de Westminster autour de 1850. Et la beauté du carillon Westminster, c'est qu'on a davantage une mélodie par rapport à une répétition classique. Et je vous laisse le son de Valentin et l'image de Valentin aussi pour comprendre cette mélodie. Ça, c'est pour le carillon Westminster. Et si, sur la tranche de la carrure de cette magnifique grande double sonnerie, vous venez sélectionner la mélodie Blancpain, au-delà en plus d'avoir une indication sur le cadran que vous changez de mélodie, vous allez avoir une mélodie légèrement différente, composée justement par le batteur de Kiss. Et encore une fois, je vous laisse les images et le son qui sont beaucoup plus importants que mes mots. La grande double sonnerie est la première montre à proposer deux mélodies. D'un côté, la mélodie Westminster, d'un autre côté, la mélodie Blancpain. Donc vous avez deux possibilités de choix qui s'offrent à vous. Le premier choix, c'est d'avoir ou bien la mélodie Blancpain ou bien d'avoir le carillon Westminster. Et l'autre possibilité, c'est de choisir ou bien la grande sonnerie au passage, ou bien la petite sonnerie au passage, ou bien le silence. Et à ce moment-là, vous choisissez juste de déclencher votre répétition minute quand cela vous chante. La première difficulté dans le développement de cette grande double sonnerie, ça a été évidemment de mettre au point les sons, et en particulier en horlogerie, plutôt un travail de fréquence et d'aller chercher les notes justes. Donc d'un côté, la fréquence et de l'autre côté, le tempo, c'est-à-dire la vitesse de la mélodie, la séparation, le temps de pause entre chaque
note, c'est ça qui a fait toute la différence. Ici, chez Blancpain, dans l'élaboration de cette grande double sonnerie, évidemment, c'est très différent. Dans un concert, on va chercher des fréquences pour les notes Mi, Sol, Fa et Si. Des fréquences évidemment facilement perceptibles par les humains, donc ni trop hautes, ni trop basses. Vous vous demandez peut-être comment fonctionne, comment est émis un son au sein d'une répétition de manière classique, mais surtout on va se concentrer sur la grande double sonnerie. Vous avez des marteaux qui vont venir frapper sur des timbres, et donc il faut à la fois choisir comment on va activer ce marteau, mais il faut également choisir la façon dont le timbre va vibrer. Est-ce que le timbre est réalisé en cuivre? Est-ce que le timbre est réalisé en or? Bref, ce sont des questions qui ont été au centre des enjeux du développement de cette grande double sonnerie. Et à la fin, il a été choisi d'utiliser 3 timbres, dont un timbre double. On a l'habitude d'avoir des profils de timbres cylindriques. Ici, il a été choisi des profils de timbres rectangulaires. Toujours une recherche de la meilleure fréquence, de la façon dont le timbre va vibrer. Et ça, vous le voyez sur la vidéo de Valentin, c'est des choses qui ont été vues en décomposant les images en un grand nombre d'images par seconde. Évidemment, ici, c'est l'or qui a été choisi pour faire vibrer ces timbres. Et pour donner toutes ces notes, il a été choisi d'utiliser 4 marteaux différents. Pour arriver à leur fin, les horlogers de chez Blancpain ont utilisé beaucoup le laser qui a directement été pointé sur le timbre pour mesurer un peu la façon dont il vibrait. Et ce qui est en fait impressionnant, c'est que si on veut légèrement faire varier la fréquence du timbre, et pour ça je m'inspire un peu, vous savez, quand on était petit à l'école, on avait nos règles en plastique et on les mettait sur le rebord de la table, et plus on faisait sortir la règle et on la faisait vibrer, et plus on la rentrait, ça faisait un son plus fin et elle revenait dans sa position initiale plus rapidement. C'est presque la même idée ici, et les horlogers utilisent des micro-polissages au micron près pour venir tailler le bout du timbre, ce qui va évidemment changer très rapidement la fréquence. Et donc c'est une question d'oreille, c'est une question de science, d'ingénierie pure et dure aussi, parce que c'est ça l'horlogerie aujourd'hui, et c'est comme ça que les horlogers arrivent à la fréquence la plus précise et donc à leur but. Ce qui est impressionnant, c'est qu'en plus de cela, il a été breveté une membrane dans la lunette. Alors quand je dis dans la lunette, elle vient se mettre juste en dessous de la lunette et elle est attachée au verre pour un peu servir de haut-parleur et amplifier le son. Ça, c'était pour le côté note, c'était pour le côté fréquence. Mais maintenant, ce qui est crucial quand on parle de sonnerie, ça va être le tempo. Et pour la question du tempo, tout se joue avec un régulateur. Je ne sais pas si vous avez eu l'habitude de manipuler des répétitions minutes, mais quand vous lancez une répétition minute, souvent vous entendez un petit bruit. En fait, à l'intérieur se met à tourner à toute allure un régulateur qui va être celui qui va être un peu le chef d'orchestre, qui va commander la pièce d'écart, qui va toucher au marteau, qui vont ensuite taper sur le timbre. Bref, il vient réguler tout ça, il va faire que tout se passe dans le bon ordre avec un bon tempo et tout va se remettre à la bonne place de la manière la plus douce possible. Pour la question du tempo dans cette grande double sonnerie, tout se joue grâce au régulateur qui module et contrôle l'énergie qui active les marteaux. Et ce, peu importe l'énergie, haute ou basse, transmise par le barillet. Ici, pas de régulateur classique, mais un régulateur breveté, magnétique, toujours assez dingue quand même quand on parle de magnétisme dans une montre mécanique, qui utilise de petits aimants pour réguler la vitesse en fonction de l'énergie reçue et la force centrifuge. Et en plus de ça, il est silencieux, il consomme 50% moins d'énergie qu'un régulateur classique, ce qui fait quand même, quand on parle d'une montre qui utilise beaucoup d'énergie pour aller lever les marteaux, c'est très important. On parle de 12 heures de réserve de marche en mode grande sonnerie. Mes chers amis, un petit peu de technique, comment fonctionne la sonnerie au sein de cette grande double sonnerie? Évidemment, on va retrouver des mimétismes par rapport aux répétitions, aux sonneries classiques, mais ici c'est bien différent. C'est très innovant et c'est la plus belle chose qu'on puisse voir en horlogerie aujourd'hui. Il faut savoir qu'une sonnerie, elle fonctionne avec une pièce d'écart. C'est cette pièce courbée avec des dents qui va activer les marteaux. Et il faut évidemment, dans la précision, la minutie pour aller chercher le bon tempo, il va falloir un petit peu travailler avec les dents ainsi que les levées des marteaux. Les levées des marteaux, c'est une pièce qui est liée au marteau et qui va être en contact avec la pièce d'écart, qui va faire que quand la pièce d'écart se met en mouvement, elle va lever les marteaux. Évidemment, vous savez bien, quand la pièce d'écart passe, elle lève le marteau. Ensuite, le marteau frappe le timbre et c'est ça qui génère la note. Donc, en fait, il faut se dire que les horlogers, les deux horlogers qui assemblent la même grande double sonnerie vont avec un papier diamant d'une extrême finesse venir retoucher parfois les dents de la pièce d'écart ou alors les dents des levées pour faire que les pauses entre chaque note sont exactement
les mêmes. C'est de l'art poussé au plus haut niveau. Et ça, c'est aussi parce que l'oreille humaine est très exigeante et que l'oreille humaine est sensible au tempo jusqu'au dixième de seconde. C'est-à-dire que si vous êtes à quelques dixièmes de seconde près, l'oreille humaine va s'en apercevoir. Et là, du coup, on n'est plus dans la perfection. Toute la complexité dans cette grande double sonnerie quand on parle de marteau et de pièces d'écart, c'est que vous avez au choix deux mélodies. Ça complexifie absolument tout. Ce qui veut dire que vous avez non pas une, mais deux pièces d'écart qui sont différentes et les dents sur les pièces d'écart ne sont pas exactement au même endroit. Et ça veut dire, vous l'aurez compris, que sur les marteaux, vous avez deux levées différentes par marteau. Et ça, c'est magnifique à l'intérieur du mouvement. C'est-à-dire que grâce à une roue à colonne, on va pouvoir, quand on appuie sur le bouton de sélection de la mélodie Blancpain ou du carillon Westminster, faire qu'on utilise la première pièce d'écart ou la seconde pièce d'écart qui va se mettre en accord avec la première levée du marteau ou la seconde levée du marteau. Ça, c'était pour la partie sonnerie de cette magnifique grande double sonnerie. Donc, encore une fois, disponible grande sonnerie, petite sonnerie ou silence, deux mélodies disponibles, Westminster classique, entre guillemets, c'est pas si classique que ça, ou la mélodie Blancpain. Et en fait, comment ça fonctionne? Vous allez avoir quand vous activez la sonnerie ou alors quand il y a un passage à l'heure ou au quart, un des deux barillet qui est uniquement réservé à la sonnerie qui va envoyer de l'énergie dans le régulateur qui va se mettre à tourner et qui va activer la pièce d'écart avec évidemment l'information de l'heure qu'il est exactement. Cette pièce d'écart va avancer, va faire se lever les marteaux qui vont venir frapper sur le timbre et produire un son. Et à la fin, en général, il y a un sourire qui naît sur le visage du porteur. Ça, c'est pour la partie musique. Et Blancpain a voulu aller plus loin en présentant une grande complication. À l'intérieur de cette Blancpain grande double sonnerie, vous avez un calendrier perpétuel. Je vous rappelle, le calendrier perpétuel fait la différence une fois tous les 4 ans en incorporant l'année bissextile où le mois de février va non pas avoir 28 jours, mais avoir 29 jours. Vous allez me dire, bon ok, un calendrier perpétuel dans une montre, on en a déjà vu et on en verra encore. Oui, mais le but ici des horlogers de chez Blancpain n'a pas été de venir de faire en fait un super mécanisme de grande sonnerie, petite sonnerie et répétition en minutes. C'était de se dire on va venir incorporer un calendrier perpétuel, mais quand je dis incorporer, le mot n'est pas juste, le mot serait de dire intégrer. On ne va pas venir ajouter un module, ce qui prendrait évidemment de la place, ce qui n'est pas le plus grandiose quand on parle d'horlogerie, mais on va venir intégrer la fonction de calendrier perpétuel directement au sein du mouvement. Et c'est là que c'est incroyable. On parle d'un tout nouveau mécanisme de calendrier perpétuel, toujours avec une roue 24 heures, une cam pour les 12 mois de l'année et une troisième cam qui tourne tous les 4 ans pour l'année bissextile. Et ici, la beauté de l'affichage, c'est un affichage rétrograde pour la date. Et donc, il faut également de l'énergie pour renvoyer l'aiguille si vite que l'œil ne la remarque pas. Ce que j'aime avec le calendrier perpétuel et cet affichage rétrograde qui est magnifique au sein du cadran, alors je précise que pour les mois et les jours de la semaine, l'affichage est classique, n'est pas rétrograde. Et ce que j'aime tout particulièrement ici, c'est que à la place d'avoir des correcteurs mis sur le boîtier où on va venir corriger avec une petite clé comme ça le jour, la date ou le mois, ici c'est divin, c'est créé par Blancpain et c'est unique à mon sens dans l'horlogerie. On va avoir sous 3 des 4 cornes des petits correcteurs qu'on peut utiliser discrètement avec les doigts. C'est parfaitement bien intégré et ça ne vient pas altérer la carrure de cette magnifique grande double sonnerie. Sonnerie incroyable, calendrier perpétuel intégré. Troisième complication, cette fois mécanique, l'inscription d'un tourbillon volant dans cette pièce déjà incroyable. Un tourbillon volant, qu'est-ce que c'est? Par rapport à un tourbillon traditionnel, je vous rappelle, brevet 1801, Abraham Louis Breguet, normalement un tourbillon, la cage de tourbillon est encerclée entre deux ponts. Jusque-là, rien d'étonnant. Mais le tourbillon volant qui va être pensé par un horloger qui s'appelle Alfred Helvig à Glassuteux au début du XXe siècle, ça va être finalement de rendre toute la noblesse au tourbillon et d'enlever le pont supérieur pour laisser voir la belle danse du tourbillon et de n'avoir qu'un support inférieur. L'autre beauté avec le tourbillon volant, c'est qu'il fait son apparition en horlogerie avec un très grand horloger qui s'appelle Vincent Calabrese. Et Vincent Calabrese, à la fin des années 80, il va travailler sur le tourbillon volant adapté à une montre bracelet et ça, c'est un petit jeu, je ne sais pas vraiment sur les années. Est-ce qu'en 1988, lui-même présente son premier tourbillon volant avec une pièce unique ou bien il le présente en 1989 chez Blancpain? Quoi qu'il en soit, le premier tourbillon volant de série dont on a souvenir, il est bien chez Blancpain pour une montre bracelet. Donc ça fait tout son sens aujourd'hui d'avoir sur la plus
compliqué des montres Blancpain, un tourbillon volant. Chers amis, je vous ai parlé de mécanique, je vous ai parlé de technique, mais en fait, ce qui m'impressionne moi au-delà de cette ingéniosité formidable, ça va être les terminaisons, les finitions. En fait, pour moi, c'est du jamais vu. Je crois que je ne verrai pas de pièce mieux finie que cette Blancpain grande double sonnerie. Vous allez me dire que je suis complètement fou et que j'ai complètement tort, mais attendez de voir les finitions, c'est absolument fou de détails et de précision. Je tiens à dire que pour les terminaisons, tout se passe ici en direct du brassu. On va commencer avec ma terminaison préférée, j'ai nommé l'anglage. En fait, les finitions, ça va venir dans une montre gommer un peu toutes les finitions brutes de la montre, brutes de sortie de machine, d'ingénierie. Ça va venir en fait gommer tout ça et montrer que la main de l'homme est capable de grandes choses. Ici, l'anglage, on va le retrouver en règle sur tous les ponts de ce calibre. Des ponts qui ont été réalisés comme la platine en or rouge pour sa brillance une fois fini. Tout commence avec un burin où on va venir tailler tous les angles à 30 degrés. Alors plus classiquement en horlogerie, on va venir tailler à 45 degrés, mais ici à 30 degrés pour jouer davantage avec la lumière et rendre plus de visibilité du mouvement pour le porteur. Et ensuite, avec différents types de bois et différents types de grains de polissage, on va commencer à polir et on va finir avec une poudre à polir de 1 micron. Vraiment, quand on passe le doigt dessus, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais ça va avoir le but de venir enlever toutes les micro-imperfections. Pour le pont de calendrier perpétuel, vous avez 43 angles rentrants. Et c'est à ça qu'on voit la beauté d'une finition, c'est qu'on va venir non pas travailler que les angles qui sont extérieurs, mais aussi les angles internes. On va venir donc tailler à 30 degrés et on va venir polir les angles rentrants. Je ne vous dis pas que quand les décoratrices viennent tailler leur bois en fait avec la pointe la plus fine possible au bout pour venir comme ça juste polir au micron dans les angles, c'est là qu'on se rend compte de toute l'étendue des savoir-faire, en particulier ici chez Blancpain. Et évidemment, ça c'est la poésie de la vallée de Joux. Blancpain a des petits pieds de gentiane. Vous savez, cette petite fleur qui sert à faire de très très belles liqueurs à la couleur du soleil. En fait, cette racine de gentiane, elle va servir à finir, une fois qu'on est passé par tous les bois avec des différentes granularités et différentes tailles, épaisseur, on va dire micron, pour venir polir, on finit ça à la gentiane pour vraiment être dans la micro précision, c'est juste divin. Maintenant que je vous ai parlé d'anglage, j'ai envie de vous parler de perlage. Vous savez, le perlage ou bouchonnage, ça va être le fait, encore une fois, de ne laisser aucune finition brute. Et on va venir ici en particulier perler la platine, mais on ne va pas la perler partout avec le même diamètre de perlage, puisque selon les étages de la platine, on va avoir 4 différents diamètres de perlage, dont un diamètre de 0,7 mm, ce qui n'est pas du tout commun en horlogerie, qui va demander le travail, le développement de nouveaux outils. Et puisqu'il ne se voit pas à toujours de l'importance chez Blancpain, on va venir satiner avant de perler. On a parlé d'anglage, on a parlé de perlage. Un calibre ne serait pas fini sans magnifique côte de Genève. Genève, pardon. Je dis Genève, mais c'est Genève. En général, on utilise un cylindre rotatif avec un papier diamant, mais ici, Blancpain a remplacé l'ensemble avec une pierre dure, carbonée, qui va apporter une constance de finition là où le papier s'use dans la méthode classique. Alors évidemment, c'est plus joli, c'est plus fin, mais ceci plus long. Il faut 5 à 6 passages pour faire une côte. Je pourrais encore m'étendre sur les finitions. Je vais juste vous parler d'une finition supplémentaire que j'aime beaucoup, qui n'est autre que le poly-miroir. Le poly-miroir, il va venir agir sur certaines pièces. On pense par exemple au marteau ou par exemple à la cage de tourbillon. Et on le voit sur les images de Valentin. En fait, vous allez avoir l'horlogère qui va venir sur un petit support accrocher plusieurs pièces en même temps et grâce à un bloc de zinc avec une pâte à polir d'une certaine épaisseur, va venir comme ça frotter avec évidemment un doigté et une maîtrise hors du commun pour avoir le poli le plus parfait et le poli miroir étant le poli le plus parfait puisqu'il n'a aucun défaut. Blancpain va même venir innover avec des blocs de zinc qui ont des fins croisillons pour vraiment venir enlever toutes les particules et se rapprocher de la pièce la plus polie parfaite. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous voyez l'image. Enfin, et c'est là pour vous montrer toute la démonstration de force de Blancpain, c'est que toutes les ouvertures, là où on va venir mettre des rubis, là où on va venir mettre des têtes de vis, là où on va venir mettre des vis tout court, ce qu'on appelle les moulures sont diamantées. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas les moulures brutes, on vient mettre un peu d'anglage et un peu de poli pour sublimer le calibre. J'aimerais enfin vous dire un mot sur la sécurité parce que, en fait, faire une montre exceptionnelle, Blancpain a réussi à le faire avec cette grande double sonnerie. Mais si, en fait, au bout de 5 minutes, le propriétaire ou l'horloger casse la montre en la manipulant,
C'est pas très sympathique et on ne serait pas allé au fond des choses. Imaginez, la montre sonne et là vous mettez la couronne en position de réglage de l'heure et des minutes. Vous y allez, je vous assure que s'il n'y a pas de mécanisme de sécurité, vous cassez votre calibre. Heureusement, Blancpain a pensé à un mécanisme d'embrayage qui permet que la couronne en position réglage de l'heure soit déconnectée. C'est-à-dire que quand on règle l'heure, le mode sonnerie n'est pas disponible. Blancpain, évidemment, n'a pas inventé cela. Blancpain a déposé des brevets pour la façon de le faire dans sa grande double sonnerie, mais c'est quelque chose qu'on a déjà aperçu en horlogerie, en haute horlogerie même. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on a? En fait, la montre, après avoir passé tous les tests, toutes les homologations, on a une pièce de 47 mm de diamètre pour une épaisseur de 14,5 mm. Donc en fait, c'est une pièce même évidemment de taille importante, mais c'est une pièce qui est portable. Le calibre 15 GSQ présente une réserve de marche de 96 heures et comme je vous le disais au début de la vidéo, une réserve de marche de 12 heures si vous la mettez en grande sonnerie. Chers amis, j'espère que vous aurez saisi l'essence de cette grande double sonnerie chez Blancpain. Je pense que vous me voyez très enthousiaste. Il y a des raisons de l'être. C'est-à-dire que quand on voit la pièce pour la première fois, on se dit bon, c'est une pièce à sonnerie. Puis quand on rentre dans les détails, quand on sait qu'il a fallu presque 8 ans à Blancpain pour penser, développer, concevoir, prototyper, créer le produit fini, quand on sait qu'un horloger passe plus d'1 an sur une pièce qu'il a fait de A à Z, quand on voit au brassu les finitions qui sont apportées à chaque pont, à chaque vis, ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Si vous démontez le mouvement intégralement, les pièces sont aussi bien finies dans un sens visible que dans l'autre sens. On a juste une pièce d'exception. Aujourd'hui, à mon sens, ce qui se fait de mieux en horlogerie, le son a été pensé, la fréquence a été pensée pour apporter à celui qui va avoir la chance de l'avoir au poignet un son riche, un son qui a quand même du volume, ce qui est rare quand même avec les répétitions minutes, en tout cas un son qui a du corps et c'est ça qui est très important. Et en plus de ça, on va ajouter une mélodie Blancpain créée spécialement pour la montre et vous aurez le choix avec deux mélodies, Westminster et la mélodie Blancpain. Donc en fait, c'est juste ce qui se fait de mieux en horloger, c'est juste l'exception. C'est là où on attend Blancpain aujourd'hui, c'est là où on attend Blancpain dans les prochaines années. Je tiens à remercier personnellement toutes les équipes de Blancpain, en particulier les horlogers au Brassus qui ont pris leur temps pour nous expliquer tout cela, pour nous montrer comment fonctionnent les choses, en particulier le laboratoire où on a pu découvrir un petit peu comment les choix avaient été faits, les brevets déposés, bref, tous les développements. Vraiment, on les remercie pour le temps qu'ils ont pris. Ça nous a permis de comprendre, ça nous a permis de vous montrer des choses, de vous expliquer. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette nouvelle Blancpain grande double sonnerie. J'espère qu'elle vous plaît. Je ne doute pas qu'elle vous plaise. Et évidemment, même si on peut rêver très longtemps à posséder cette montre, le but ici, c'est surtout de comprendre la capacité de l'être humain quand on parle d'horlogerie, quand on parle de métier d'art et encore de l'avenir, en particulier ici chez Blancpain. Merci chers amis, on vous dit à très bientôt, peut-être pas avec autant de complexité, mais en tout cas avec autant d'amour. Merci.